Nous allons voir aujourd'hui un nouveau chapitre, préparer le cahier des charges fonctionnel, dans sa première partie. Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment prendre en charge le dossier d'un annonceur. À partir de ce travail préliminaire, nous allons pouvoir construire ce qu'on appelle le cahier des charges fonctionnel. Mais qu'est-ce que c'est qu'un cahier des charges ? Il s'agit d'un outil de communication interne entre le responsable du projet et ses exécutants, un outil contractuel entre le prestataire et le client. Pour nous, le client et l'annonceur, nous sommes le prestataire agence de communication. Un outil de comparaison, un outil légal répondant à l'obligation générale du Code du commerce. Attention, il existe deux types de cahiers des charges. Le cahier des charges fonctionnel, celui qu'on est en train d'étudier, il exprime le besoin sous forme de fonction attendue. Il va décrire ce qu'attend l'annonceur et comment l'agence va y répondre de façon détaillée. Et le cahier des charges techniques. C'est un document dans lequel il y a toutes les caractéristiques techniques du produit attendu. C'est ce document que nous envoyons à nos prestataires pour qu'ils puissent établir un devis notamment. C'est ce que vous verrez en cours de CRA. Penchons-nous maintenant sur le rôle et l'utilité du cahier des charges. Le cahier des charges vise à formaliser de façon simple et le plus précisément possible les besoins auxquels le maître d'œuvre devra répondre et à les expliquer aux différents acteurs. Le cahier des charges est en quelque sorte un référentiel qui permet de cadrer des missions des acteurs impliqués et qui leur sert d'outil de communication. Il permet également de garantir que le projet sera conforme à la demande et que celle-ci ne variera pas au fur et à mesure de l'avancée du projet en ajoutant des fonctionnalités non prévues initialement. Un cahier des charges doit contenir tous les éléments permettant de juger de la taille du projet et de sa complexité afin d'être en mesure de proposer une offre la plus adaptée possible en termes de coûts, de délais, de ressources humaines et d'assurance qualité. Un cahier des charges. Un cahier des charges commence généralement par une section décrivant le contexte, c'est-à-dire notamment le positionnement politique et stratégique du projet. Il doit permettre de comprendre le but recherché. Il doit également indiquer les ressources, c'est-à-dire le nombre de personnes qui seront impactées par la mise en place de ce projet, mais également les ressources financières et les ressources matérielles. Le cahier des charges doit également contenir un calendrier précis qui doit être très clairement explicité et faire apparaître la date à laquelle le projet devra impérativement être terminé. Un cahier des charges est un document contractuel qui possède généralement un certain nombre de clauses juridiques permettant par exemple de définir à qui revient la propriété intellectuelle de l'ouvrage, les pénalités en cas de non-respect des délais ou encore les tribunaux compétents en cas de litige. Passons maintenant le rétroplanning. Pour aider à respecter le calendrier prévu dans le cahier des charges, la maîtrise du rétroplanning est indispensable. Voyons dans un premier temps son principe. Il faut partir de la date à laquelle le projet doit être rendu en remontant dans le temps afin de préciser la liste des actions nécessaires à la réalisation du projet. Il s'agit donc d'un planning inversé. Le projet et l'objectif poursuivi sont clairement définis ainsi que la date de livraison du budget nécessaire, en termes de temps à y consacrer notamment. L'organisation du rétroplanning. Il faut partir de l'objectif final et le découper progressivement en sous-objectifs pour construire un organigramme de tâches. Chaque tâche correspond à un travail distinct affecté à la responsabilité d'une seule personne. Lors de l'élaboration du rétroplanning, il faut rester conscient des contraintes inhérentes à chaque tâche et prendre certaines décisions stratégiques. Être attentif aux ressources disponibles, par exemple, financières, humaines ou de temps, ou du passage éventuel par des intervenants extérieurs, tels qu'un imprimeur par exemple. À côté des résultats, il faut également estimer le temps nécessaire pour les atteindre, en jours, en semaines, en mois, en gardant la même unité pour toutes les tâches. Pour évaluer le temps nécessaire, il faut s'appuyer sur des éléments objectifs et les expériences passées. Il faudra créer des fiches de tâches. Ces fiches recensent
le contenu précis et détaillé du travail demandé ainsi que l'objectif à atteindre, la personne responsable de la tâche, le délai, les moyens mis à disposition, les éventuelles contraintes, les risques identifiés, les travaux exclus pour bien cadrer la tâche à accomplir. Passons aux méthodes d'ordonnancement des tâches. Nous allons voir ici deux grandes méthodes. La première s'appelle la méthode PERT. À partir de ces fiches de tâches que nous venons de construire, un tableau est réalisé qui comprend donc les tâches rangées dans un ordre chronologique en indiquant le délai imparti et le nom des tâches antécédentes, c'est-à-dire celles qui devront être réalisées impérativement avant. Ce tableau va permettre de présenter graphiquement, sous la forme d'un réseau, les étapes du projet. Chaque étape, sous la forme d'un rond, constitue la fin d'une tâche et le début de la suivante. Ces dernières, qui sont numérotées A, B, C, etc., sont représentées par des flèches sur lesquelles on note le temps nécessaire à leur réalisation. Avant de placer une nouvelle tâche, il faut s'assurer que les antécédents ont été posés. En partant du début du projet vers l'étape ultime, on obtient, en cumulant les délais nécessaires, le temps total à la réalisation du projet. C'est ce qu'on appelle le chemin aller. On calcule ensuite le chemin retour, cette fois en partant de la fin. Les écarts entre le chemin aller et le chemin retour permettent de déterminer les marges de manœuvre dont on peut disposer. Le réseau PERT permet de faire apparaître le chemin critique, autrement dit la succession de tâches qui demandent le plus de temps et pour laquelle il faudra respecter impérativement les délais pour livrer le projet dans le délai imparti. Donc voici ici un exemple de schéma qui représente un diagramme PERT. Donc chaque flèche représente une tâche, A1, B5, D1, C1, E5. La lettre représente le symbole de la tâche et le chiffre représente sa durée. En unité de temps, l'unité de temps étant toujours la même, quelle que soit la tâche, mais nous reverrons tout ça au cours d'un TD qui sera consacré exclusivement à l'ordonnancement des tâches. Voici maintenant une deuxième méthode d'ordonnancement des tâches, le diagramme de Gantt. Le diagramme de Gantt est l'outil le plus visuel pour repérer l'état d'avancement d'un projet. Il représente toutes les tâches sur une échelle de temps, permettant ainsi une bonne vision d'ensemble. Donc ici, vous avez une capture d'écran d'un diagramme de Gantt en ce qui concerne la réalisation de brochures. Donc on voit que cette réalisation de brochures va durer un certain temps, que sa rédaction et sa mise en page sont des tâches qui doivent être réalisées avant la relecture. Cette relecture qui aura lieu vendredi, samedi, dimanche, lundi, et qui ensuite pourra amener des correctifs mardi et mercredi, et l'impression sera prévue à la date du mercredi 4 septembre. Je vous remercie de votre attention. Nous nous retrouverons dans la suite de ce chapitre dans une partie 2. Merci et à très bientôt.